les réponses aux questions. Chaque vendredi, en effet, vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts aujourd'hui. José Fernandez nous accompagne, directeur général adjoint de l'UFF. Bonjour José. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous êtes prêt, José? Je suis prêt, comme toujours. Alors, cette première question, il s'appelle Philippe, cet auditeur. Les SCPI affichent à nouveau pour 2022 des rendements intéressants au-dessus de 4%, nous dit Philippe. Je souhaiterais donc en souscrire, mais je n'ai pas de liquidité disponible. Puis-je, et ai-je intérêt à, les acheter à crédit? Eh bien oui Philippe, on peut acheter des SCPI à crédit, des parts de SCPI à crédit. Et il y a deux manières de les acquérir à crédit, soit via un crédit IMO, soit via un crédit conso. Et ça dépend de la manière dont l'établissement bancaire, dont l'établissement de crédit avec qui vous parlez, fait ses choix. Donc ça dépend des politiques de chacune des maisons. De la même manière que ces politiques, elles sont différentes sur les montants minimums de souscription, sur l'apport personnel. C'est un peu comme dans tous les crédits. Il y a des établissements qui vont vous demander 10% d'apport perso minimum, d'autres pas du tout. Les durées, certaines durées peuvent aller jusqu'à 25 ans. Les crédits conso, c'est normalement plus court, mais certains établissements vont plus loin. Donc en fait, il va falloir en parler avec une ou plusieurs banques ou pourquoi pas un courtier pour savoir un peu où investir. Et puis la dernière chose, c'est que toutes les SCPI ne sont pas référencées par les établissements de crédit. Ils ont chacun leurs équipes qui vont définir celles qui peuvent être souscrites chez eux. Et donc, c'est pas mal d'éléments à regarder pour pouvoir finalement les acquérir à crédit. Et il peut être intéressant de choisir d'investir en SCPI à crédit dans la mesure, alors certes, bien sûr, les taux montent, mais c'est une bonne nouvelle pour le rendement. Absolument, c'est une bonne nouvelle pour le rendement. Les loyers sont indexés sur l'inflation et donc vous allez avoir des rendements qui vont suivre peu ou prou la hausse des prix. Et comme en plus vous avez l'effet de levier du crédit, vous constituez une épargne à long terme, grâce au crédit immobilier sur la SCPI. Et l'on peut déduire les intérêts, je crois, des loyers. Absolument, vous avez des avantages fiscaux qui dépendent aussi du type de SCPI. Il y a des SCPI également Pinel, des SCPI déficit foncier, bref, vous avez plein de typologies de SCPI possibles. Justine nous écrit, après une année 2022 difficile sur les marchés financiers, je ne sais pas trop sur quelle classe d'actifs investir, nous dit Justine. Quelle typologie de fonds me conseillez-vous pour 2023, José? Alors, on vient de le voir là, et on le voit tous les jours sur votre plateau, les marchés financiers, c'est une science qui n'est pas exacte, c'est assez compliqué, et si Justine est comme la plupart des Français, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'investir un peu d'argent, mais c'est pas une spécialiste, elle se dit, 2022 a été très compliqué, alors tout est parti à la cave, la volatilité des actions, les obligations ont même dépassé la volatilité des actions, on a des taux qui sont remontés d'un coup. On a commencé une année de manière très difficile avec une guerre en Ukraine. Finalement, on se reprend. Vous voyez, le début d'année, on dit c'est historique. Jamais on a démarré comme ça. Bon, alors quand on est un épargnant lambda, un investisseur, c'est quand même un peu difficile de savoir où investir. Et on a beau écouter les spécialistes de BFM, un retournement, c'est toujours possible. Donc moi, j'ai envie de donner un conseil à Justine. Et ce conseil, il est valable quelles que soient les conditions de marché. Diversification et fractionnement. Diversification, le fameux adage, pas tous les œufs dans le même panier, c'est clair, il faut diversifier un peu d'obligations, un peu d'actions, pourquoi pas d'autres choses. Ça, c'est quand même un principe de base, surtout si c'est notre somme qui va nous permettre plus tard de réaliser des projets. Et juste là-dessus, un peu d'obligations, un peu d'actions. On a vu les performances obligataires comme les performances actions reculer en 2022. On pourrait éventuellement, on verra, mais on pourrait éventuellement voir les performances actions et obligataires, au contraire, progresser cette année, de concert. Exactement. Elles pourraient progresser de concert, elles pourraient être décorrélées, bref, en tout cas, chaque année. Voilà. Et donc, le fractionnement, c'est au lieu d'investir une seule fois sur une seule classe d'actifs, j'ai 50 000 euros par exemple, j'investis le 16 janvier et puis je prends le point d'entrée tel qu'il est, il faut fractionner ces 50 000, on n'a qu'à les verser 5 fois 10 000 en plusieurs fois et on va ainsi lisser le prix d'achat, le prix d'entrée sur les marchés et en fonction de la hausse ou de la baisse, on verra que ça peut avoir un effet qui est quand même un effet atténuateur de la volatilité. Oui, ça permet de lisser son risque dans la durée, c'est l'idée. Exactement. Fractionnement. Kevin aussi nous écrit, on vous rappelle d'ailleurs notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. J'envisageais, nous dit Kevin, de faire un investissement immobilier en 2023, mais avec la fin du dispositif Pinel, je ne suis plus si certain de vouloir me lancer. Dois-je me tourner vers une autre solution? Alors, Kevin, d'abord, le Pinel n'est pas mort. Le Pinel existe toujours, le Pinel tel qu'on l'a connu. Mais il est vrai qu'en 2023, on a rogné un peu les avantages fiscaux. Par exemple, pour une détention sur 9 ans, une location sur 9 ans, on a abaissé le taux qui est passé de 18 à 15. Et puis ce taux, il va encore baisser davantage en 2014. Mais le dispositif en tant que tel, lui, il existe toujours. Donc il est un peu moins intéressant. Mais enfin, l'année prochaine, il sera encore moins intéressant. Oui. Donc finalement, il s'appelle Pinel Plus. Le nouveau Pinel s'appelle Pinel Plus, mais les professionnels l'appellent Pinel Moins. Exactement. Alors,
Alors ça c'est le deuxième élément, c'est qu'au-delà du Pinel standard qui baisse un peu mais qui est toujours existant, il y a le fameux Pinel Plus ou Super Pinel. Alors lui il part d'un très bon sentiment, on maintient les avantages fiscaux tels qu'on les a connus pour le Pinel 2022 par exemple, mais alors par contre les biens doivent répondre à un certain nombre de normes environnementales, de surface minimum, d'exposition, de surface extérieure, et ça, eh bien ça va avoir un impact sur le prix de vente, c'est qu'on va avoir des logements qui vont être beaucoup plus chers, et puis surtout aujourd'hui on a un petit peu de mal à en trouver du Pinel Plus ou du Super Pinel, justement parce que les promoteurs ont un petit peu de mal à se positionner. Mais il n'y a pas que le Pinel dans la vie, j'ai envie de dire à Kevin, il y a aussi d'autres dispositifs, comme le loueur en meublé non professionnel par exemple, beaucoup moins de contraintes, alors c'est pas exactement la même approche, mais il y a moins de contraintes, je suis pas obligé d'être dans des zones spécifiques, je n'ai pas des contraintes de loyer, je suis pas obligé de rester 9 ans à louer le bien. Voilà, ça c'est un élément que Kevin devrait regarder, le loueur en meublé non professionnel, et demander à un spécialiste, et puis après il peut toujours acheter un bien dans l'ancien, sans fiscalité, le rénover, et puis générer ce qu'on appelle du déficit foncier, c'est-à-dire que les charges couvrent l'ensemble des revenus et que ça permette d'avoir une imposition qui soit peut-être nulle, pourquoi pas. Donc il y a différentes solutions. L'UFF nous accompagne régulièrement, il en est le directeur général adjoint José Fernandez. Merci José d'être passé nous voir. Merci Guillaume, avec sur plaisir. Le plateau de BFM Business, toujours un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, on sera à New York pour l'ouverture des marchés américains. On est toujours en très légère hausse en Europe, mais c'est vrai que nos gains se sont effrités depuis que les banques américaines ont annoncé leurs résultats et notamment leur niveau de réserve. Elles augmentent leurs réserves, les banques américaines, face à une récession qu'elles anticipent toujours pour l'économie américaine, une récession qu'elles anticipent souvent légère, mais quand même ces niveaux de provision qui grèvent les profits. On va rentrer dans le détail de ces publications dans un instant. On va rejoindre Sabrina Quagliozzi depuis New York. Ce sera juste après la pause. On sera avec elle dans 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.